petite mise en contexte, petite présentation pour ceux qui ne sont pas familiers avec REACH, parce qu'on est depuis assez récemment au Burkina Faso. On est une co-initiative des ONG Acted, Impact et de l'Agence de l'ONU pour l'imagerie satellite, UNOSAT. Et en fait, on est une initiative qui est spécialisée dans les évaluations, justement pour essayer de mieux comprendre quels sont les besoins, pour fournir des données sur lesquelles les acteurs humanitaires peuvent s'appuyer réellement lorsqu'ils planifient des projets. Donc, on va généralement faire des évaluations et parfois on travaille avec l'imagerie satellite, la télédétection, on fait des rapports, des cartes. Voilà. On est au Burkina Faso depuis octobre 2019 et dès notre arrivée, une des priorités qu'on avait et qu'on a commencé à discuter avec la coordination humanitaire, c'était de mettre en œuvre ce qu'on appelle un Multi-Sector Needs Assessment, donc MSNA, ou évaluation multisectorielle des besoins. C'est une évaluation qui, de plus en plus, on voit dans la plupart des contextes où il y a des réponses humanitaires d'une certaine ampleur. Pendant le cycle de réponse humanitaire, il y a un moment à chaque année où on doit faire un genre de baseline des besoins qu'on a dans le pays. C'est sur cette base-là qu'on va créer le plan de réponse humanitaire. Donc, vraiment la planification de quelles vont être les priorités pour l'année prochaine, quelles vont être les zones prioritaires pour des interventions, quelle va être la nature des interventions qui va être priorisée. Et généralement, ce qui manque souvent, c'est des données, en fait, pour vraiment appuyer ce plan de réponse humanitaire-là. Donc, nous, ce qu'on avait proposé, c'était de faire une évaluation sur l'ensemble du pays pour nous permettre d'avoir un aperçu des besoins chez les ménages déplacés, donc les ménages déplacés internes, mais aussi s'intéresser aux ménages qui ne sont pas forcément déplacés, mais qui peuvent être quand même affectés par la crise humanitaire pour différentes raisons. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis au point des outils multisectoriels d'évaluation avec les différents clusters. On est passé via le groupe de travail sur l'engagement communautaire pour définir les indicateurs. Et il y avait d'autres acteurs dans le groupe de travail sur l'engagement communautaire qui ont une expertise et donc qui nous ont soumis des indicateurs pour qu'on intègre dans notre enquête. Donc voilà, comme j'ai mentionné, les données ont été récoltées en juillet-août et là on est vraiment dans la période où on vient de recevoir les résultats et on commence à essayer de disséminer le plus possible les résultats. Brièvement sur la méthodologie, on a couvert tout le pays, mais c'est certain qu'il y a des contraintes sécuritaires assez sévères dans certaines parties du pays. Dans ces cas-là, on est passé par téléphone. Ça a une incidence sur les données au sens où, dans les zones difficiles d'accès, pour des raisons sécuritaires, il y a aussi des problèmes de réseau téléphonique à plusieurs endroits. Donc, on va considérer que nos données qui sont dans les zones plus difficiles d'accès peuvent avoir tendance à refléter davantage une population urbaine que rurale. Là, vous voyez sur la carte les zones qui ont été couvertes par téléphone et non en direct. Tout ce qui est en rouge, on a fait des appels téléphoniques. Ce qui est en blanc, on est allé directement, nos équipes sont allées. Les points que vous voyez, c'est les points où des données ont été récoltées. Donc, vous voyez quand même une bonne couverture géographique, mais que dans les zones plus difficiles d'accès, comme le Sahel et l'Est, de par les limitations du réseau téléphonique, les points se concentrent surtout vers les chefs-lieux de communes. Par contre, on a fait le même nombre d'enquêtes. J'ai mentionné tout à l'heure, c'est une enquête pour laquelle qui nous fournit des résultats pour les personnes déplacées et pour les personnes non déplacées. C'est-à-dire que pour la province du BAM, en fonction des résultats de l'enquête, on est en mesure de dire 20% des personnes non déplacées, de la population locale, éprouvent des difficultés à accéder à une source d'eau potable. Versus, on est aussi capable de dire, dans la province du BAM, 40% des personnes déplacées, des ménages déplacés, rapportent avoir des difficultés d'accès à une source d'eau potable. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça que je vais exprimer la plupart des résultats de l'évaluation. Concrètement, ça s'est fait sur une période d'environ 35 jours. On avait une centaine d'enquêteurs qui étaient dispersés sur le terrain. Ça s'est très bien passé globalement.
J'ai déjà mentionné les limitations principales, donc je vais entrer directement dans le sujet qui nous intéresse, qui est la restitution des résultats. Donc, j'ai déjà fait un peu allusion, mais c'est une enquête qui était multisectorielle. Donc, on avait des questions sur tous les secteurs d'activité des humanitaires. Ça limitait la quantité de questions qu'on pouvait avoir sur l'aspect redevabilité, mais je pense qu'on en a mis quand même pas mal. Et ça fait donc pas mal de matériel dont on peut discuter. Même si dans l'évaluation, on a des indicateurs sur la redevabilité, sur les préférences des communautés en matière de communication et tout ça, il y a tout le reste de l'évaluation qui était plus sur les vulnérabilités des ménages et sur leur accès à des services et tout ça. Tout ça, ça fait aussi partie de la notion de redevabilité. Le fait même de s'appuyer sur des données qui viennent de la population pour définir des programmes. Ça, c'est, je pense, la composante principale de la redevabilité. Maintenant, je vais vous présenter des résultats sur la redevabilité même. Donc, on avait 4 sous-sections différentes dans la partie de l'évaluation qui était sur la redevabilité ou l'engagement communautaire. La première, c'était une section sur les communications. Donc, de base, dans une évaluation auprès de la communauté, c'est recommandé par plusieurs acteurs, notamment le SIDAC, qui a beaucoup de ressources là-dessus. C'est recommandé de toujours inclure, quand vous faites des évaluations rapides ou quoi, toujours inclure une section sur comment est-ce que les gens souhaitent qu'on communique avec eux, en quelle source est-ce qu'ils ont confiance, est-ce qu'ils ont accès à des téléphones pour qu'on puisse communiquer avec eux par téléphone, par exemple. Bon, donc, des aspects de base, mais qui, même s'ils ne sont pas directement liés avec les projets sur le WASH ou sur la sécurité alimentaire, c'est des aspects transversaux qui sont très importants à inclure. Donc, nous, on a inclus ça dans l'évaluation pour essayer de mieux comprendre quelles sont les sources dans lesquelles les gens ont le plus confiance en termes d'information. Quels sont les types d'informations que les gens recherchent. Ça, c'est souvent un point qui remonte quand on a surtout beaucoup de personnes déplacées internes qui n'ont peut-être pas accès aux sources d'informations à laquelle ils avaient accès pré-déplacement, à laquelle ils étaient habitués. Il y a des informations auxquelles ils sont plus capables d'accéder. Et d'une certaine manière, les acteurs humanitaires, surtout dans un contexte où il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs qui répondent aux besoins de la population, deviennent une interface de communication, oui, sur la situation humanitaire, l'assistance qui est disponible, mais aussi sur tout le reste, l'information que les gens peuvent rechercher, par exemple sur la situation sécuritaire dans leur zone pré-déplacement. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Ensuite, on avait une sous-section sur la satisfaction. Donc, vraiment, on a juste demandé à tous les ménages qui ont participé à l'évaluation, est-ce que vous avez reçu de l'assistance au cours des 12 derniers mois? Si oui, est-ce que vous avez été satisfait par cette assistance? Si on nous disait qu'on n'avait pas été tout à fait satisfait, on s'intéressait aux raisons pour lesquelles, la raison principale pour laquelle les ménages n'avaient pas été satisfaits. Ça va nous informer aussi beaucoup sur comment est-ce qu'on peut essayer d'adapter les programmes de façon à augmenter la satisfaction des ménages. Ensuite, on avait inclus, je pense que ça c'était beaucoup d'intérêt pour le groupe de travail, pour OCHA en particulier aussi, une section sur les mécanismes de plainte. Est-ce que les gens ont l'impression qu'ils savent où aller s'ils veulent faire un retour, qui peut être négatif ou positif, mais en tout cas faire un retour sur l'assistance humanitaire. Donc, on a inclus une section là-dessus. Et finalement, il y avait toute une section où, après avoir passé une bonne partie de l'évaluation à essayer de mieux comprendre les vulnérabilités des ménages, on leur demandait tout simplement quel est votre secteur prioritaire pour une intervention humanitaire. Si vous aviez à recevoir une intervention en particulier, qu'est-ce que ce serait? Et comme ça, on a demandé de faire un top 3 des besoins prioritaires, des secteurs d'intervention prioritaires. Et dépendamment de ce que les gens ont répondu, par exemple, s'ils ont dit sécurité alimentaire, ce qui est revenu presque toujours, on leur demandait, est-ce que vous préférez l'assistance en cash ou en in-kind ou en nature? Une question que je pense tous les acteurs humanitaires essaient d'obtenir de l'information sur ce type de préférence-là.
et éventuellement leur demander aussi s'ils avaient des interventions spécifiques qui les intéressaient. Donc, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Ça a été en tout 6078 ménages qui ont été enquêtés. Et ces 6078 ménages-là représentent, si on compte les membres de ces ménages-là, c'est environ 50 000 personnes. Donc, c'est une évaluation, c'est pas une petite évaluation. Et nos collègues d'Acted qui ont appuyé sur la logistique de cette évaluation le savent, c'était une évaluation d'une très grande ampleur et à tous les coins du pays. Donc déjà, pour mettre la table un peu, la première chose qu'on a fait au début de la section sur la redevabilité de l'évaluation, c'était essayer de mieux comprendre si les gens avaient ou non accédé à de l'assistance humanitaire dans les 12 derniers mois. Il y a plusieurs questions après qui dépendaient de savoir finalement si le ménage avait effectivement reçu de l'assistance. Notamment les questions sur la satisfaction, on les posait à ceux qui avaient effectivement reçu de l'assistance. Donc, vous avez un tableau ici qui montre les résultats, qui montre en fait en proportion de la population de chacune de nos 5 régions principales d'intervention des humanitaires, la proportion qui rapportait avoir reçu de l'assistance au cours des 12 derniers mois. En rouge, c'est les ménages déplacés internes. En gris foncé, c'est les ménages de la population locale. Donc déjà, vous voyez, et je pense que c'est surprenant pour personne, les ménages déplacés internes ont reçu de l'assistance dans une beaucoup plus grande proportion que les ménages non déplacés. Et on sait qu'il y a beaucoup d'interventions humanitaires qui sont dirigées vers les personnes déplacées. Une observation ou une lecture qu'on peut faire de ce graphique-là, quand on regarde l'ampleur des vulnérabilités en fait, qu'on a retrouvées dans le cadre de l'enquête sur tous les besoins multisectoriels, la différence de vulnérabilité entre les personnes déplacées et certaines personnes de la communauté, parmi les personnes non déplacées, peut, dans certains cas, dans certaines régions, ne pas être si grande que ça. Et donc, des données comme ça qui nous montrent quand même que très clairement les personnes déplacées reçoivent en beaucoup plus grande proportion de l'assistance humanitaire, c'est à mettre en relief avec des informations qu'on peut avoir sur le fait que même parmi les personnes non déplacées, on peut retrouver des besoins humanitaires très élevés dans certains cas. Il y a toute une démarche dans la communauté humanitaire en ce moment, au niveau de la coordination, qui consiste à essayer de voir comment est-ce qu'on peut diriger l'assistance sur la base de la vulnérabilité, peut-être un petit peu plus que sur le statut de déplacement, pour essayer de contourner un peu ce défi-là. Donc voilà. Ensuite, concrètement, on voit que c'est dans la région du Sahel où il y a la plus grande proportion des ménages qui ont rapporté avoir reçu de l'assistance, tant chez les ménages déplacés, donc c'était plus de 85% des ménages déplacés qui avaient reçu à un moment ou à un autre une forme d'assistance ou une autre. Mais chez la population locale dans le Sahel, c'était quand même élevé aussi, environ 40% des ménages qui avaient reçu de l'assistance. Ici, c'est un tableau spécifiquement sur les personnes déplacées internes. Encore une fois, c'est la proportion des ménages déplacés internes qui rapportent avoir reçu de l'assistance. Cette fois, je vous ai mis l'ensemble des régions pour lesquelles on avait des personnes déplacées internes qui ont fait partie de l'évaluation, juste pour vous montrer. Oui, dans le Sahel, Centre-Nord, la boucle du Moon et le Nord, on a des plus grandes proportions de ménages déplacés qui ont reçu de l'assistance. Mais dans les autres régions qui ne sont pas forcément des régions prioritaires pour la réponse humanitaire, il y a quand même des ménages déplacés, qui sont des beaucoup plus petits nombres absolus de ménages, mais il y a quand même des personnes déplacées qui ont fait partie de notre évaluation. Et il y a, à différents degrés, il semblait avoir aussi reçu une forme d'assistance. Par contre, en dehors de nos 5 régions qui sont généralement plus prioritaires pour la réponse humanitaire, l'assistance auquel les gens disent avoir reçu, ça va être plus une assistance issue de la solidarité de la communauté haute autour d'eux, une assistance des autorités locales et tout ça. Ici, maintenant, on entre dans la partie de l'évaluation sur la satisfaction
des ménages par rapport à l'assistance qu'ils avaient reçue. Donc, c'est là où on peut essayer d'identifier, là où il peut y avoir certaines tensions entre les communautés qui reçoivent, qui reçoivent l'assistance et les acteurs qui fournissent l'assistance. Cette insatisfaction-là, on va essayer de comprendre un petit peu plus après pourquoi elle se manifeste, pour quelles raisons. Il y a deux options. Soit c'est des problèmes vraiment structurels qui sont en lien avec ce que la communauté humanitaire a priorisé comme intervention. Parfois, ça ne convient pas à ce que les gens eux-mêmes souhaitent sur le terrain. Et l'autre chose, c'est plus des aspects qui sont en lien avec l'appréciation que les gens font de leur interaction au jour le jour avec les acteurs humanitaires. Donc, ça ici, c'est ce qu'on voit là en rouge et en gris, c'est les proportions de ménages par région qui rapportent être satisfaits de l'assistance humanitaire. Donc, on remarque que les plus hauts taux d'insatisfaction, le plus bas taux de satisfaction, c'est plutôt dans le Sahel, qui est aussi la région où on a constaté plutôt qu'il y a la plus grande proportion de ménages rapportés avoir reçu de l'assistance. Ce qu'on a constaté, parce qu'on a demandé à chacun des ménages pourquoi ils étaient insatisfaits, s'ils nous avaient répondu effectivement qu'ils étaient insatisfaits de l'assistance, on a remarqué que c'était alors vraiment pas du tout des raisons qui étaient liées à l'interaction au jour le jour avec les acteurs humanitaires. Donc les ménages nous ont pas dit, par exemple, les acteurs humanitaires nous manquent de respect ou des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est déjà un positif qui ressort de l'évaluation. C'est que c'est pas ressorti de façon majeure que les gens se sentent pas respectés ou quoi que ce soit. Le problème vient vraiment plus dans des aspects structurels de l'assistance qui est disponible et notamment les quantités qui sont considérées comme insuffisantes et l'assistance de trop courte durée. Donc, ce qu'on va critiquer, c'est souvent de l'assistance qui va venir ou un projet qui va venir. Il va y avoir une distribution. Ensuite, la distribution, la ration, on finit ce qu'on avait reçu et il n'y a rien après, tandis que les besoins, eux, demeurent. Donc ça, c'est surtout ça qui est ressorti. Dans l'ensemble des régions, on avait à peu près les mêmes tendances en matière de raisons principales pour l'insatisfaction. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile d'intervenir là-dessus au niveau de vos projets ou des projets qu'on met en œuvre sur le terrain. Ne serait-ce que d'essayer dans le développement des projets, de faire un plaidoyer auprès des bailleurs aussi pour des projets qui sont peut-être de plus longue durée. Pour vous donner un petit, parce que je ne peux pas vous montrer toutes les données parce qu'il y en a énormément, mais pour vous faire un petit case study, disons, j'ai mis ici le Centre-Nord, le cas du Centre-Nord. Donc le petit graphique que vous voyez sur le dessus, c'est la proportion des ménages rapportant être satisfaits, moyennement satisfaits ou insatisfaits de l'assistance humanitaire. Donc, dans le Centre-Nord, on voit que c'était à peu près le quart des ménages là, en rouge qui rapportaient ne pas être satisfaits du tout. Il y avait un autre quart qui rapportait être moyennement satisfait et finalement la moitié qui était assez satisfait. Donc, ça, c'était nos ménages déplacés dans le Centre-Nord. Et si on descend dans les raisons de l'insatisfaction, vous voyez clairement la grande barre rouge qu'on voit, c'est les quantités insuffisantes. Donc, clairement, dans le Centre-Nord, chez les personnes déplacées, ce qui ressort chez presque, la vaste majorité des personnes déplacées, c'est qu'il n'y a pas assez de quantité dans l'assistance qui est disponible. Ensuite, on a 11% qui va rapporter que l'assistance qui est disponible, ce n'est pas ce dont les gens ont le plus besoin. Donc ça nous rapporte à toute cette notion-là d'évaluation de ce que les gens eux-mêmes déclarent comme étant leur priorité avant même la mise en œuvre d'un projet. Et on a 11% aussi de ménages qui ont rapporté que leur principale raison d'insatisfaction, c'est le temps entre l'enregistrement et la réception de l'assistance, parfois ça peut être long apparemment. Maintenant, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais sur les mécanismes de plainte, en fait, globalement, on a constaté que les mécanismes de plainte sont encore très peu utilisés. C'est très clair. Bon, vous voyez le tableau.
Dans le tableau, on voit la proportion des ménages déplacés qui ont rapporté avoir déjà utilisé des mécanismes de plainte ou de feedback aux ONG. C'est très faible, hein. Le plus haut, c'est dans le Sahel et c'est moins de 10% des ménages qui rapportent avoir fait des plaintes. Ensuite, on s'est quand même intéressé à savoir pourquoi, quelles étaient les barrières et de façon prédominante, ce qui est ressorti, c'est que les gens n'étaient pas au courant de l'existence des mécanismes et donc ne pouvaient pas les utiliser, faute d'être au courant. Il y a quand même une bonne proportion des gens qui ont dit que, donc 34% des ménages déplacés, ça c'est l'exemple du Sahel, qui ont dit qu'ils n'avaient pas de contraintes particulières, donc peut-être tout simplement ils n'avaient pas de plainte à émettre. Mais s'ils avaient eu des plaintes à émettre, ils auraient peut-être été capables d'utiliser les mécanismes. Et ensuite, il y a un 8% des ménages qui a rapporté que leur principale barrière pour émettre des plaintes, faire des retours aux acteurs humanitaires, c'était le fait de ne pas savoir comment. Donc, manque d'informations sur les mécanismes qui existent. Donc, globalement, ce qui ressort clairement, c'est que les gens ne sont pas encore... Bon, vous savez plus au niveau du terrain quelle est la réalité. Mais il semble que les gens ne sont pas au courant tout à fait de l'existence des mécanismes. Peut-être qu'il y a des mécanismes qui existent et que les gens ne considèrent pas comme étant des mécanismes de plainte. Je pense à beaucoup d'ONG qui travaillent et qui font des réunions communautaires ou bien qui vont échanger avec le leader communautaire pour recevoir les inputs de qu'est-ce que la communauté a comme retour. Peut-être la population n'est pas toujours au courant que ces mécanismes-là existent et que leur leader communautaire a partagé leurs différentes préoccupations avec les acteurs humanitaires. On a demandé quand même s'il n'y avait vraiment pas eu beaucoup de ménages qui rapportaient avoir utilisé des mécanismes de plainte, on leur a du coup demandé comment est-ce qu'ils souhaiteraient pouvoir émettre des plaintes si on leur donnait le choix. Ce qui ressortait, c'était beaucoup par téléphone. C'est le moyen de transmission de plaintes qui était privilégié. Donc, tout ce qui est ligne verte, il y a beaucoup d'ONG qui utilisent déjà ces modalités-là. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont rapporté que leur façon privilégiée de faire des plaintes, ce serait face à face à la maison ou bien dans un bureau avec un acteur humanitaire. Donc, en gros, être capable d'émettre les plaintes ou les préoccupations en personne dans un lieu fermé où on peut parler en toute discrétion des retours qu'on a. Et il y avait quand même une forte proportion aussi des ménages qui rapportaient que eux, ça leur convient de faire passer les retours et les plaintes via les leaders communautaires. Je vais vous montrer, parce que ça varie d'une région à l'autre, cette volonté de passer d'abord par les leaders communautaires plutôt que de communiquer directement avec les ONG. Donc, le tableau que vous voyez dans le bas, c'est la proportion des ménages qui ont rapporté que leur source privilégiée pour recevoir de l'information sur l'assistance, c'est le leader communautaire. Ça, c'est parmi les ménages déplacés. Vous voyez que ça varie beaucoup et ça, c'est peut-être à prendre en compte donc cette variation régionale-là, dans les mécanismes qu'on va développer et le poids qu'on va mettre ou pas mettre sur le leader communautaire en tant qu'intermédiaire. Donc, notamment, on constate que dans le centre-nord, la boucle du Moon, parmi les personnes déplacées, il y en a au moins la moitié qui, eux, privilégient en fait passer par le leader communautaire pour recevoir de l'information et partager de l'information, donc comme intermédiaire avec les acteurs humanitaires. Dans le Sahel, par contre, c'est beaucoup plus bas. Donc, on est à moins de 20% des ménages qui rapportent que leur source de confiance privilégiée, c'est le leader communautaire. Donc, je pense qu'il y a aussi là quelque chose, des conclusions qu'on peut tirer sur comment est-ce qu'on développe la communication avec les communautés sur la base de préférences qui peuvent être parfois régionales. Vous avez l'ensemble des données par région en haut et vous pouvez voir en fait qu'effectivement, il y a des choses qui sont assez cohérentes d'une région à l'autre.
C'est-à-dire les gens il y a généralement une forte proportion, une assez bonne proportion des ménages qui préfèrent recevoir l'information de leur famille, de leur immédiate, de leurs amis. Et ensuite, ça va être surtout recevoir l'information directement des ONG ou bien via le leader, une personne finalement qui est identifiée pour faire l'interface avec les acteurs humanitaires. On s'est intéressé à la source d'informations privilégiées, mais on s'est aussi intéressé aux moyens d'information privilégiées. Donc, ce que je vous ai montré précédemment, c'était de qui est-ce qu'on veut recevoir l'information. Et ici, c'est comment est-ce qu'on veut recevoir l'information, donc via quel moyen de communication. Et bon, d'une région à l'autre, comme vous pouvez constater, c'est partout très similaire en fait. La population, les ménages sont partagés entre le téléphone et la radio comme moyen privilégié. Tous les autres moyens de communication sont beaucoup plus marginaux pour les ménages. Donc, on insiste vraiment sur une préférence sur soit le téléphone, soit la radio. Évidemment, tout ça va varier en fonction de la disponibilité du réseau téléphonique. On avait ensuite une question sur le type d'information privilégiée par les ménages déplacés. J'ai les informations pour chacune des régions. Si ça vous intéresse, on va partager les données. Mais pour la présentation ici, j'ai mis l'exemple du Sahel en particulier. Donc ça, c'est les personnes déplacées dans le Sahel. Et les données nous montrent que, bon, si les gens avaient à avoir le choix sur l'information que les humanitaires partagent avec eux, il y en a, bon, c'était 89% des ménages déplacés qui ont rapporté qu'ils souhaiteraient recevoir plus d'informations sur la situation sécuritaire dans leur zone pré-déplacement et aussi dans la zone où ils sont déplacés. Donc, en fait, c'est pas forcément que les humanitaires sont les plus habilités à fournir cette information-là. On n'est pas des acteurs sécuritaires, on n'est pas des forces de l'ordre du tout. Mais les ménages vont considérer qu'ils n'arrivent pas à recevoir cette information-là via d'autres canaux et qu'ils ont un manque pour pouvoir prendre des décisions. Notamment, on pense à des décisions sur est-ce que je retourne chez moi ou pas lorsqu'on est en situation de déplacement. Ensuite, il y avait quand même beaucoup de gens dans le Sahel, donc environ 55% qui mentionnaient que ce qu'ils aimeraient avoir comme information, c'est plus d'informations sur comment assister comment accéder à des distributions, à de l'assistance, comment accéder à des services de base, donc comment s'inscrire à l'école, comment pouvoir avoir des consultations dans les centres de santé. Et ensuite, comment trouver du travail, ça ressortait aussi beaucoup comme type d'information qui est demandée par les personnes déplacées. La toute dernière chose à laquelle on s'est intéressé dans le cadre de l'évaluation, c'était les besoins rapportés comme étant prioritaires par les ménages. Donc, on leur a demandé, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire un top 3 de leur secteur d'intervention prioritaire. Quand on demande aux gens quel est leur besoin prioritaire principal, je pense que ce sera une surprise pour personne, que ce qui ressort généralement, dans la majorité des ménages, comme première priorité, c'est les vivres, la nourriture. Si on demande à un ménage quel est son besoin principal en matière de sécurité alimentaire et nutrition, certainement que les gens vont prioriser, pouvoir traiter finalement la cause de l'insécurité alimentaire que d'avoir à aller traiter le symptôme. Donc, les gens vont spontanément dire, les ménages, c'est normal, qu'ils voudraient les vivre, justement pour ne plus avoir faim. Donc, clairement, les données que vous voyez là, sous sécurité alimentaire, qui montrent que presque 100% des ménages, c'est leur priorité, ça englobe évidemment ce qui est nutrition, parce que c'est assez manifeste dans l'ampleur de cette priorité-là qu'il y a des gros problèmes de sécurité alimentaire parmi toutes les populations déplacées sur toutes les zones et que nécessairement il y a des lacunes en termes de nutrition qui viennent avec. Voilà, ensuite, au-delà de ça, ce qui ressortait beaucoup, c'était la santé et ensuite les abris et les biens non alimentaires. Pour avoir fait ce type d'évaluation-là dans le passé, une chose, je pense, qui est intéressante de noter quand on interprète les résultats, c'est qu'il y a certains types d'assistance qui ont tendance à être plus connus par les personnes qui la reçoivent,
ou que les personnes qui reçoivent l'assistance ont tendance à savoir que ça vient d'ONG, tandis que parfois, de l'assistance, par exemple, sur l'éducation, peut être une assistance institutionnelle à des écoles sous forme de matériel. C'est peut-être pas des assistances qui sont connues de par les gens qui en ont bénéficié. Et ça peut expliquer en partie pourquoi ça ressort moins. Et ensuite, sur la protection, ça ressort pas énormément ici, mais bon, pour toutes les évaluations, en fait, à la fin, on avait une section où les ménages pouvaient ajouter un commentaire à la toute fin de l'évaluation. Et ça ressortait énormément sur presque tous les ménages que ce qu'on recherchait, ce dont on avait besoin en priorité, même avant la nourriture, c'était la sécurité personnelle, la protection contre l'insécurité. Et donc, c'est peut-être ici, au niveau de la protection, on est clairement dans une crise qui est une crise de protection, qui devient une crise de sécurité alimentaire. Clairement, la protection, ça englobe tout le reste, finalement. C'est peut-être au niveau des types d'interventions qui existent en matière d'assistance, en matière de protection, que ce n'est pas tous les ménages qui sont au courant forcément de ce qui est disponible, et donc ça va ressortir un peu moins ici. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour les ménages. C'est très clairement une des priorités principales. Ensuite, on s'est intéressé, comme je vous ai dit tout à l'heure, aux modalités préférées pour l'assistance. Donc là, je vous ai donné un exemple où les gens nous ont, pour les personnes qui nous ont dit que la sécurité alimentaire faisait partie de leurs priorités, on a demandé s'ils préféraient que cette assistance-là soit donnée en cash ou bien sous forme de distribution. Ou bien, on a demandé aussi si les gens préféraient que ça soit donné sous forme de conseils ou voilà. Encore une fois, c'est un des points où ça varie beaucoup d'une région à l'autre, les préférences que les communautés vont avoir. Et je pense qu'au-delà d'une région à l'autre ou d'une province à l'autre, ça varie à un niveau beaucoup plus local que ça, dépendamment de l'accès que les gens ont à un marché, de leur perception de la fluctuation des prix sur les marchés qui les entourent. Donc ici, juste à titre d'exemple, pour le Sahel et le Centre-Nord, on voit que c'est très partagé. 50% des ménages rapportent qu'ils préféraient recevoir l'assistance alimentaire sous forme de distribution. 50% rapportent qu'ils préféraient recevoir l'assistance alimentaire sous forme de cash. Mais dans le Nord, c'était beaucoup plus tranché que ça. Et c'était finalement une très vaste majorité des ménages qui rapportaient que leur préférence, c'était en fait plutôt de recevoir des distributions. Je retiens qu'il y a entre 55 à 85% de PDI qui ont reçu l'assistance et entre 10 à 40% de communautés hautes. Alors qu'on sait que quand les PDI arrivent, avant que l'action humanitaire ne soit déployée, il y a ces communautés hautes-là qui, en tout cas, contribuent à leur prise en charge et leur présence même contribue aussi à amenuiser les ressources de ces communautés hautes-là. Maintenant, quand on voit que, voilà, on assiste plus les PDI et puis les autres ne sont pas. Est-ce qu'il y a en tout cas des prémices qui pourraient en tout cas mettre à mal la cohésion sociale? Est-ce que ça a été... On avait la question dans le questionnaire. Donc, pour les ménages PDI, on leur demandait de dire si leur relation avec les communautés hautes était bonne, fragile, tendue. Et pour les ménages hautes, on leur demandait aussi de dire la même chose par rapport à leur relation avec les ménages PDI. C'est pas la première fois qu'on a cet indicateur-là dans une enquête qui est fait, une enquête avec un outil là, sur téléphone qui laisse pas beaucoup de place à la discussion, ce genre de méthode de recherche-là. Et je pense que les gens, dans le cadre si on leur pose la question directement, est-ce que vos relations sont bonnes, les gens ont tendance à dire que les relations sont assez bonnes. Mais quand on creuse plutôt de façon qualitative, donc si on prend le temps de bien discuter avec les gens, ce qui n'était pas vraiment la méthode de cette enquête-là, on commence à identifier effectivement des tensions. Donc je pense, oui, on a posé la question,
C'est pas ressorti énormément dans l'évaluation. Là-dessus, il faut vraiment plus avoir des discussions et des échanges parce que les gens n'ont pas tendance à vouloir dire que les choses sont négatives dans leur relation avec les autres. Moi, j'avais pas un commentaire sur un peu ce que tu avais dit par rapport à comment on peut utiliser ces données dans notre travail. Une chose, en tout cas pour moi, qui est sortie là, c'est que, par exemple, je travaille sur un projet qui inclut de la distribution multisectorielle. Et clairement, donc évidemment, on sait qu'on va avoir une approche soit en cash, soit en in-kind, soit mixte. Mais je me rends compte que dans le ciblage, on n'avait pas pensé à poser cette question. On s'était dit, non, on va faire une étude de marché, on va voir si le marché dans la zone peut soutenir une approche cash, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on privilégie plutôt les approches cash, pour laisser ensuite le choix aux bénéficiaires d'acheter ce qu'ils souhaitent avec. Et en fait, c'est intéressant ce que tu as montré, parce que ça montre que peut-être, en fait, on doit un peu changer la façon dont on pose des questions, et peut-être qu'en fait, dans le ciblage, au-delà de analyser qui va être un bénéficiaire et qui ne va pas l'être par rapport à nos critères, leur demander aussi ce qu'ils préfèrent, parce qu'en fait, peut-être que l'étude de marché va dire oui, le marché peut soutenir une approche cash, mais qu'en fait, la majorité des personnes de la zone n'ont pas envie d'une approche cash. Et je pense que respecter la dignité et le choix des bénéficiaires, c'est aussi poser ces questions-là, sans partir du principe que parce que le marché peut soutenir l'approche cash, alors on doit faire une approche cash. Et l'autre chose, c'est sur la partie de mécanisme de gestion de plainte. De nouveau, je pense que c'est essentiel de garder en tête les mécanismes par lesquels les populations veulent communiquer, parce qu'au final, sinon on se retrouve beaucoup à faire un travail pour rien, parce qu'il ne sera pas utilisé. Et mettre en place un mécanisme de gestion de plainte, c'est beaucoup de travail. Si au final, c'est pour qu'on se trompe complètement dans la façon de récupérer les plaintes et de communiquer un feedback, finalement, on sera complètement passé à côté de notre intervention. J'avais juste une question. Je voulais juste savoir, la méthodologie utilisée, à la fin, nous donne des tendances. Ce que nous avons dans chaque rubrique, c'est des tendances. Alors, le but même de REACH, c'est de permettre d'arriver à des décisions. Et pour arriver à des décisions, surtout dans le cadre du FNO et CAPI, il faut qu'on arrive à déterminer les pins, il faut qu'on arrive à déterminer les targets. Mais si on part simplement des tendances, ça peut être délicat pour déterminer les pins et les targets. Est-ce qu'il y a une liaison qui est faite entre les données que vous avez, qui sont des données des évaluations d'une enquête ponctuelle, et les données que le CONASUR dispose, qui sont les données des personnes réelles, vivantes, et qui peuvent exprimer la chose? Est-ce qu'il y a une possibilité de voir comment arriver à combiner les données statistiques des personnes qui existent et qui sont enregistrées, et qui sont basées dans les différentes localités, et ainsi de suite, et tout ça, avec ces tendances-là, pour arriver à avoir une programmation qui soit une programmation basée sur la réalité? En fait, on discutait avec les collègues du CONASUR que c'est très complémentaire avec les données qui existent du CONASUR, qui sont des données d'enregistrement. Donc là, c'est chaque personne qui partage sa situation, et c'est extrêmement riche comme données, mais ça va nous fournir des résultats qui reflètent la situation des ménages au moment de leur enregistrement. Et du coup, ça fait un certain nombre de mois ou d'années que les personnes sont déplacées, leur situation au moment de l'enregistrement peut-être a évolué. Donc en fait, les données CONASUR servent essentiellement de baseline, et c'est à ça qu'on va toujours se rapporter. Et nos données ici nous permettent de faire une mise à jour et de croiser du coup les deux sources de données et de dire, OK, où est-ce qu'on en est sur tel ou tel indicateur? Est-ce qu'on pense qu'il y a une tendance qui est ou un changement qui est en train de s'opérer sur un indicateur ou un autre? Donc pour moi, les deux vont ensemble, ils doivent être interprétés ensemble. On parle de l'engagement communautaire. Donc ma question, c'est souvent quand on discute des questions d'assistance avec la communauté, je ne sais pas si l'enquête a fait ressortir le besoin de la communauté de participer, le besoin de la communauté de se voir sortir de cet état d'assistanat pour devenir un acteur principal et se dire, OK, moi aussi je vais participer, voici ce qui peut être ma contribution dans le cas de ça. Et ça permet de savoir, sinon, trop longtemps, ils sont dans l'assistance, et après ça devient compliqué, ça devient très compliqué pour sortir, et finalement, on se retrouve dans des situations d'insatisfaction permanente.
c'était une enquête qui était très axée sur les vulnérabilités, les barrières à l'accès aux services. Mais c'est vrai qu'il y aurait moyen de formuler les questions différemment, d'une manière qui place davantage le ménage à qui on parle comme un acteur de changement ou un acteur dans sa propre situation. Et c'est vrai que dans ce type d'enquête-là, et c'est le cas dans notre enquête, dans beaucoup d'évaluations qu'on voit, on va avoir tendance le ménage peut sembler comme étant passif, alors que le ménage, on aurait pu ajouter toute une section sur si le ménage pouvait, qu'est-ce que le ménage souhaiterait faire lui-même, en fait, pour contourner les obstacles auxquels il fait face. Donc, plus en formulant des questions sur un mode actif que passif, ça me porte à réflexion. Je vous remercie beaucoup pour avoir soulevé le point.